Mercredi 12 juin, bienvenue dans Au quotidien. Cette semaine, LMTV Sarthe, vous le savez, à présent bouscule ses programmes pour vous offrir de belles rencontres avec 24 heures au cœur, pilotées par Pascal Brulon, Bruno Palmé, Amanda Scott sur le circuit et autour du circuit avec les passionnés toute la semaine. Mais au quotidien, c'est aussi l'info, une demi-heure d'actu locale. C'est parti! L'actu en ce mercredi 12 juin que je présenterai seule exceptionnellement pour cause de 24 heures du Mans, vous le savez. Au sommaire de cette édition, la fermeture du circuit justement des 24 heures du Mans qui a eu lieu en pleine nuit de mardi à mercredi. Un événement et nous y étions avec les équipes du conseil départemental. Et puis une page politique et des questions autour des groupes politiques qui sont en train de se former en local en vue des législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochains avec notre premier invité de ce journal ce soir, Samuel Guy, porte-parole des écologistes en Sarthe et également conseiller départemental. Mais on ouvre ce journal avec quelques informations politiques. Donc, la liste des premiers candidats investis par Renaissance, le parti de la majorité présidentielle en France, est diffusée depuis ce mercredi en début d'après-midi. En Sarthe, les députés sortant Renaissance de la première et de la 5e circonscription, à savoir Julie Delpech et Jean-Carl Grelier, repartent donc officiellement en campagne pour reconquérir leur siège de député. Le MoDem Éric Martineau, dans la 3e circonscription, n'a pas encore été investi par la majorité. De leur côté, les Républicains en Sarthe assurent ne pas vouloir se rapprocher du RN, comme l'a fait leur désormais ex-président national Éric Ciotti, puisque ce dernier vient d'être exclu des LR suite à cette alliance. La question est de savoir s'ils vont présenter des candidats avec l'étiquette LR ou s'ils vont se rallier à la majorité présidentielle. La question reste en suspens, mais il semblerait qu'ils ne souhaitent pas en Sarthe rallier la majorité présidentielle pour l'instant. Enfin, à gauche, l'union que l'on appelle désormais Front Populaire continue de se construire et on en parle avec notre première invité. Bienvenue sur ce plateau, Samuel Guy. Je le disais, vous êtes porte-parole des Verts en Sarthe, également conseiller départemental pour le canton Le Mans 1. Vous êtes en pleine réunion actuellement avec les différents groupes du Front Populaire qui s'est constitué. Alors en France, aujourd'hui, c'est acté. LFI aura 229 candidatures, le PS 175, Europe Écologie Les Verts 92 et le PCF 50. Donc pour ces législatives anticipées, on parle de ce nouveau Front Populaire finalement. Et je le disais, vous êtes extrait d'une réunion d'intergroupe avec différents partis de gauche. Qu'est-ce qui se trame en ce moment au moment où on parle ce mercredi soir 18h30 pendant cette réunion, Samuel Guy? Ce qu'il faut bien comprendre, mais je crois que tout le monde l'a très clairement en tête, c'est que c'est un moment important, c'est un moment grave aussi. On est à l'aube d'une potentielle crise politique énorme, comme peut-être la 5e République n'en a jamais connue. Et ce qui se passe, c'est que les partis de la gauche et des écologistes, les principales forces politiques, se parlent comme elles ne se sont sans doute jamais parlé, et c'est malheureux qu'il faille d'ailleurs attendre de tels événements, de telles circonstances, mais tout le monde a pris la mesure, tout le monde prendra ses responsabilités, tout le monde respectera un accord qui est surtout un accord qui doit donner non seulement une victoire à la gauche, ou en tout cas éviter une victoire des partis d'extrême droite et fascistes, mais c'est aussi quelque chose qui doit donner de l'espoir aux Français, aux habitants des villes, des campagnes qui se sentent aujourd'hui effectivement délaissés. Mais concrètement, cette semaine, et donc lors de cette réunion, il s'agit de définir quoi? Un candidat par circonscription, très concrètement pour la Sarthe? Il s'agit de définir un ou une seule et unique candidat sur chacune des circonscriptions et qu'il n'y ait pas une dispersion des voix. Et donc, quelle que soit la force politique qui sera investie, et ça, ce sont des discussions aussi à l'aube d'équilibres nationaux, mais quelle que soit la personne qui aura été retenue ou la force politique portant les couleurs de ce nouveau Front Populaire, les autres respecteront, appuieront, feront campagne ensemble, parce qu'encore une fois, il faut être présent au deuxième tour et il faut gagner un maximum de ces deuxièmes tours et il faut avoir une réponse crédible en face à l'Assemblée nationale. On s'attend de toute façon à un bazar sans nom, enfin quelque chose d'ingouvernable à l'avenir. Effectivement, et c'est pour ça que vous souhaitez vraiment clarifier les
chose à gauche. Alors je le disais, vous êtes également conseiller départemental. Groupe UNI, IES, je le précise, pour une Sarthe citoyenne, solidaire et écologique. Groupe créé en 2021 lors des dernières départementales. Et le groupe s'est fendu d'un communiqué de presse aujourd'hui pour dire que ce groupe d'élus au conseil départemental, quoi qu'il arrive, soutiendra et votera pour Marietta Karamanli dans la 2e circonscription et Élise, donc PS, et Élise Le Boucher, LFI, dans la 4e circonscription lors de ces législatives. C'était important pour votre groupe de clarifier cette situation. Je crois qu'en tant qu'élu, en tant que responsable politique, à quelque échelle que l'on soit, dans des moments pareils, il faut réaffirmer ses valeurs. Nous soutiendrons les 2 députées sortantes. Nous soutiendrons également tous les candidats investis par ce mouvement d'une gauche unie et solidaire. Il n'y a aucune ambiguïté et nous avons fait ce communiqué qui est important et je n'ai aucun doute que la plupart des élus des différents échelons municipaux, départementaux, régionaux communiquent en ce sens ou le feront très prochainement. Qu'en est-il, si on parle juste des idées un tout petit peu, des sujets que portent les écologistes et des idées écologistes aujourd'hui dans ce marasme politique dont vous parliez justement? Est-ce que ce n'est pas finalement là un petit peu la défaite, la grande défaite de ces élections européennes? Personne ne niera, et nous les premiers, que la campagne n'a pas été bonne, que les résultats ne sont pas bons. On peut mégoter, on peut chercher les causes et les raisons, et le score n'est pas non plus représentatif du poids que l'on peut peser et de ce que pèsent les idées que l'on porte, qui ont diffusé et qui ont un peu infusé dans d'autres forces politiques. On a une difficulté d'être représenté et de gagner des élections, et surtout quand il y a d'autres enjeux, un vote utile, et etc. Pourtant, ces idées sont fondamentales, les jeunes les portent, le climat, etc. C'est vraiment des sujets qui reviennent. Ça doit nous re-questionner. On avait entamé un mouvement de refondation. Il faut ou ajuster ce mouvement ou reprendre les choses, mais effectivement, la force est de constater que la manière dont on agit et dont on est présent n'est pas suffisamment importante. Et surtout, de ne pas y aller seul. Et donc, l'union, elle montre encore plus que nos différences, elles sont plus complémentaires. Je le disais, vous êtes en pleine réunion avec d'autres partis, le PS, LFI, le Parti communiste. Là, en ce moment même, vous pensez que dans la nuit, demain matin, jeudi matin, on aura des noms de candidats pour nos circonscriptions à gauche ? Je ne peux pas faire de prévision, je n'ai pas de boule de cristal, mais l'important, c'est que ces décisions soient prises très rapidement, donc idéalement ce soir ou dans la nuit, comme vous le dites, pour que derrière, on puisse enclencher un début de campagne, des annonces, des noms, une organisation aussi, qu'on sache derrière qui on se range et on s'organise. Merci beaucoup Samuel Guy, porte-parole du Parti écologiste en Sarthe, mais également conseiller départemental pour le canton de Le Mans 1. Merci. Merci. Alors, vous le savez, on passe à un tout autre sujet. Le circuit des 24 heures du Mans, mais ça concerne le département de la Sarthe, est constitué pour 3/4 de portions routières du département, des routes départementales. Et à l'approche de la course, les agents du département des routes ferment ces routes du circuit entre 3h et 4h du matin. C'est devenu une tradition. Évidemment, pour éviter au maximum de déranger les automobilistes qui empruntent massivement ces voies la journée, notamment la route des Hunaudières. Le reportage de notre collègue Arnaud Potier. Il est un peu plus de 3 heures du matin et tout le monde est déjà sur le front. Ici, il ne s'agit pas de faire un changement de pneus avec des pistolets pneumatiques, mais d'installer des rails. Ils viennent sécuriser la ligne droite des Hunaudières, un travail titanesque pour une petite équipe. Sur les routes, c'est 22 agents du département de la Sarthe qui vont d'une part fermer la route, mais aussi s'occuper de la signalisation. Signalisation au sol, signalisation sur les bas-côtés, puis faire la signalisation tout autour du circuit pour les déviations, parce que forcément ça a un impact sur la circulation et pour les riverains. La dépose de bandes permet de mieux délimiter la piste pour les pilotes. Au total, ce sont près de 500 mètres de bandes qui sont collées pour l'événement. En seulement 3 heures d'intervention, les équipes réussissent à rendre la piste, mais aussi les déviations, opérationnelles.
Mais pour être aussi efficace, ce chantier se prépare depuis déjà plusieurs semaines. On commence 4 semaines en amont pour préparer le circuit, mais bien entendu, avant de préparer le circuit, il y a toute la phase préparatoire qui est mise en place. C'est-à-dire il y a beaucoup de réunions avec l'organisateur qui est la CO, dont le département de la SAT participe amplement, et aussi avec la préfecture pour tout ce qui est arrêté de circulation qui doit être pris, et aussi de l'organisation, parce que bien entendu, derrière, il y a des voies qui sont privatisées, il y a des voies qui sont fermées, il faut informer les riverains. À 3h30 du matin, la porte du Tertre Rouge se ferme définitivement. La piste est presque prête à accueillir les pilotes. Ils s'élanceront ce soir pour les qualifications où les hypercars atteindront près de 350 km/h, bien loin des 90 autorisés le reste de l'année. Et puis au chapitre des nouvelles technologies et du développement des véhicules moins carbonés, l'ACO et le programme H24 ont dévoilé aujourd'hui leur nouveau prototype électrique hydrogène. La H24 Evo a été présentée ce mercredi au village des 24 heures du Mans. Prochaine étape importante pour la H24 Evo, donc son premier roulage en 2025 au cours du premier trimestre. Pierre Fillon, président de l'ACO, a déclaré aujourd'hui « La H24 Evo témoigne d'une nouvelle étape pour Mission H24, aligner un prototype électrique hydrogène capable de concourir avec les voitures thermiques classiques. L'hydrogène ne sera pas en piste, il rivalisera en piste. » Fin de citation. Et puis un Sartois sera mis à l'honneur samedi 15 juin, quelques minutes avant le départ des 24 heures du Mans, prévu à 16h. Yoann Launay, qui se distingue dans des comédies musicales à succès ces dernières années, aura donc l'honneur de chanter la Marseillaise devant le public du circuit, mais aussi devant les téléspectateurs du monde entier, puisque vous le savez, cet événement est mondial, bien entendu. Félicitations à lui. Allez, on reste dans le domaine de la culture et ça fait du bien avec notre deuxième invité, Hubert Géga. Merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. Mais vous êtes, avec plaisir, vous êtes directeur artistique et programmateur du festival Qui Cloche. On va voir l'affiche, c'est les 29 et 30 juin prochains. Ça se passe à Chérizé, c'est en allant vers Alençon, à côté de Oisseau-le-Petit. On est dans le Nord-Sarthe, un coin absolument magnifique qu'on aime beaucoup. Et vous proposez la 19e édition du festival de petites formes spectaculaires à la campagne. C'est ça Qui Cloche? C'est quoi Qui Cloche exactement, pour ceux qui ne connaissent pas encore? Qui Cloche, le nom vient de qui change de clocher, puisque depuis 19 ans, nous nous baladons de village en village dans le Nord-Sarthe. Et là, on s'installe dans une toute petite commune de moins de 500 habitants, à Chérizay, qui est aussi une commune qui a une petite histoire avec un animal fétiche dans cette commune, puisqu'il y a eu pendant très longtemps la fête de l'âne, qui regroupait des éleveurs et des démonstrations avec cet animal si particulier. Et donc depuis 2 ans, on travaille à la préparation du festival, donc qui se tient toujours le dernier week-end de juin, avec les habitants, les associations et des élus. C'est ça, vous faites travailler tout le monde en local. Il y a également un marché, je le dis tout de suite, le dimanche 30, il y a un marché de producteurs locaux. C'est très important pour vous de toujours présenter les productions locales, les associations locales qui travaillent, qui ont des projets, et c'est important de les mettre en avant. Et alors parlons quand même un peu de la programmation. On ne peut pas tout citer sur 2 jours, il y a vraiment beaucoup de choses, mais les petites formes, c'est le théâtre d'objets, mais c'est aussi la magie. J'en ai pas trop vu ces dernières années de la magie. Et là, vous proposez le samedi à 20h un spectacle qui s'appelle Le Rempart, la compagnie Index. Théâtre et magie nouvelle. On voit la très très jolie affiche qui a été réalisée, mais on va voir aussi le Pierre, le magicien. Ça vous a plu beaucoup, ça vous a touché ce spectacle. C'est un spectacle que j'ai vu l'année dernière à Moirans en montagne au Festival Idéclic, et ça m'a touché parce que c'est l'histoire de Pierre qui raconte sa rencontre avec la magie, et comment la magie est capable de repousser peut-être des fois un monde un peu triste, un monde un peu sombre, et que l'imaginaire, ce pouvoir de l'imaginaire, ce rempart est nécessaire pour mieux vivre. Ça évoque beaucoup de choses en ce moment, ce que vous racontez. Donc ça, c'est pour le samedi soir à 20h. Le dimanche, alors il y a plein de choses le dimanche. Ma biche et mon lapin. La bande-annonce est saisissante, vous allez la voir, du collectif Aïe Aïe Aïe. Là, c'est vraiment le théâtre d'objets comme on l'imagine, comme on le voit régulièrement chez Qui Cloche. Oui. Et puis en plus, là, on est très content de recevoir à nouveau, et on les a reçus il y a 15 ans, la compagnie Aïe Aïe Aïe, avec une petite forme qui s'appelait Mon Œil, dans le prieuré de Saint-Marceau à l'époque. Et là, on est très content de les recevoir à nouveau, ces Rennais, qui nous proposent un petit bijou d'humour caustique de vaudeville en théâtre d'objets.
Également Alors on peut parler de théâtre d'objets, oui, même si c'est une comédienne qui sort d'un crocodile ou qui est mangée par un crocodile ou qui caresse un crocodile ou qui aime un crocodile. On ne sait pas trop, en fait. Oui, on sait pas trop. C'est un peu troublant. C'est un spectacle vraiment, moi, que j'ai beaucoup aimé. C'est une artiste brésilienne qui a fait l'École supérieure des arts de la marionnette à Charleville-Mézières et qui présente ce spectacle qui était son solo de fin d'études et qui depuis, je crois maintenant 3-4 ans tourne. Moi, ça fait 2 ans que j'essaye de la faire venir et elle est enfermée en effet dans ce crocodile. Ça raconte beaucoup de choses d'aujourd'hui aussi sur comment on peut être mangé par quelqu'un, comment on peut essayer de se libérer, de se sortir d'une emprise. Et d'apprivoiser. Tout à fait. Peut-être. Ça s'appelle Le vide entre la tête et la queue. Et donc, c'est de Racco de Andrade. On dit comme ça, on doit dire comme ça, je suppose. On va finir avec un classique de chez Classique, Hamlet de Shakespeare. Mais alors là, c'est complètement revisité parce que c'est Hamlet et nous par la compagnie Tac Tac. Racontez-nous ça. Ils sont un peu fous, ces deux-là. Ils sont fous, ces deux-là. Ce sont 2 Marseillais. C'est une compagnie de Marseille qui nous propose de revisiter Hamlet dans leur chambre avec des jouets d'adolescents. Un cheval. Voilà, un cheval. Sous une bande-son de musique de film d'action des années 80. C'est très, très drôle. Et vraiment, c'est une partie juste de plaisir. C'est jouissif de les voir sur scène. On vous trouve sur les réseaux sociaux qui clochent. Ah oui, on nous trouve. Il y a la programmation sur tous les réseaux, tous les Facebook, réseaux. Voilà. Insta, etc. Surtout, si vous voulez réserver, parce qu'il y a des spectacles, c'est pas cher, c'est à partir de 6 €, évidemment, les petites formes, mais bon, justement, il y a des petites jauges parfois. Donc réservez, envoyez un mail festivalquicloche@gmail.com ou vous appelez si vous n'avez pas envie d'aller sur Internet, vous avez le droit. Il y a un numéro de téléphone, le 06 52 01 73 93. Je le dis et je le redis, Qui Cloche, c'est un très joli festival, ça fait 19 ans que ça dure. L'année prochaine, c'est la 20e, vous nous réservez des petites surprises, j'imagine déjà. Oui. Merci Hubert Géga d'être venu sur notre plateau. Merci. C'est la fin de ce journal avec un sourire, une page de pub, la météo, et on se retrouve tout de suite après, puisque nos journalistes, vous savez, sont sur le circuit des 24 heures. Et aujourd'hui, c'était les essais, les premiers essais. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci de nous avoir choisis sur LMTV Sarthe pour passer cette soirée ensemble. Alors pour votre mercredi, vous le voyez, un ciel qui restera plutôt bien dégagé au cours de ces prochaines heures. Côté température, celle-ci évolue entre 16 et 19 degrés. 16 degrés du côté de Mamers, 17 degrés à Vendôme, Blois ou encore pour Laval, 18 degrés au Mans, 19 degrés pour Angers, pour La Flèche ou encore du côté de Tours. Pour la journée de jeudi au petit matin, vous le voyez, on profitera toujours de ce beau soleil avec tout au plus quelques petits nuages, mais vraiment en haute altitude. Ce sera vraiment pour décorer le ciel. Côté température, elles évoluent entre 7 et 9 degrés au petit matin. 7 degrés pour Alençon, comptez 8 degrés à Sille-Guillaume ou encore du côté de Mamers, 9 degrés au Mans pour La Flèche ou encore pour Laval, 9 degrés également pour La Ferté-Bernard, pour Saint-Calais ou encore du côté de Blois ainsi que du côté de Tours. Malheureusement, pour la suite de votre journée, on a une toute petite perturbation qui va venir tenter sa chance. Ce sera vraiment en fin d'après-midi. Des nuages un peu plus nombreux. Rassurez-vous, a priori, quasiment pas de pluie. Si averses il y a, ces averses resteront très localisées. Côté température, elles resteront globalement de saison, comprises entre 20 et 22 degrés avec 20 degrés à Mamers, 21 au Mans ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe, 22 degrés pour La Flèche. Pour la journée de vendredi, un ciel un petit peu plus variable, une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, très localement encore quelques gouttes de pluie, les températures plutôt stationnaires entre 18 et 23 degrés. Et puis pour la journée de samedi, des éclaircies en début de journée. Et puis après, vous le voyez, à nouveau, les traces d'une perturbation avec des nuages un petit peu plus nombreux et quelques gouttes de pluie. Mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez, messieurs, dames, une très bonne soirée.
De retour dans Au quotidien, la suite avec, pour commencer, vous le savez, la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. Le changement d'origine des vents entraîne l'arrivée d'un flux océanique porteur de nuages et d'averses ce jeudi, malheureusement. Cette situation est favorable à la dispersion de la pollution émise localement. L'indice de qualité de l'air restera donc moyen en raison des concentrations d'ozone qui sont limitées malgré tout du fait de l'ensoleillement plutôt faible. Il fait gris, il risque de pleuvoir sur le circuit. Donc, et justement, ce mercredi, focus sur la première séance des essais de 14h à 15h lors des 24 heures du Mans avec des interviews de pilotes en hypercar et puis un petit détour qu'on vous propose par Road tout le Mans. Ça avait lieu ce mercredi matin avec notamment, vous allez le voir, une interview de Louis Rossi. Vous le connaissez comme pilote de moto, vous le connaissez comme consultant pour le groupe Canal+. Eh bien, il a participé pour la première fois à Road tout le Mans cette année, l'épreuve des juniors. Direction le circuit avec Anthony Piton, cadré par Alexandre Ferrer, n'est-ce pas Anthony Piton ? Oui Laure, alors j'espère que vous m'entendez bien parce que ça fait un bruit monstre sur la piste. C'est le retour justement en piste des 62 voitures engagées dans cette 92e édition des 24 heures du Mans. C'est le retour avec les essais libres qui ont lieu en ce moment. 3 heures de roulage juste avant les essais qualificatifs qui auront lieu dans quelques heures. L'enjeu là, ça sera la qualification bien sûr pour l'Hyperpole qui aura lieu ce jeudi. Et ça sera une belle bataille cette année. 9 constructeurs sont engagés, ça promet sur la piste et sur cette course des 24 heures du Mans. On a rencontré Romain Grosjean il y a quelques minutes, pilote pour Lamborghini qui revient tout juste des États-Unis pour participer à cette édition et qui nous a dit comment se situait sa voiture face à toute cette concurrence. Bon Romain, déjà ce retour en endurance, ce retour au Mans, là, comment ça se passe pour l'instant? Plutôt bien, après je n'ai pas encore roulé donc je me réjouis de rentrer en piste, mais voir tous les fans français ça fait beaucoup de plaisir. On parle de l'âge d'or de l'endurance avec ces 9 constructeurs en hypercar. Comment vous situez là avec Lamborghini dans cette optique? On est un des tout derniers à être arrivés, donc on est les plus jeunes, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Après c'est vrai qu'on a un beau plateau donc on va en profiter clairement. Mais oui, on a un beau projet. Après il est tout nouveau donc il faut qu'on continue à apprendre et développer. L'idée c'est de voir comment elle se situe progressivement au fur et à mesure de la semaine. Oui, bon après ça reste de la compétition donc on va toujours essayer de tirer le maximum de la voiture. Après comme je vous le disais, on a très peu d'existence par rapport aux autres donc on a énormément de choses à apprendre. C'est un projet qui est complexe donc voilà, on va voir comment la semaine se déroule, comment la course aussi. Je pense que les conditions ne vont pas être faciles donc à nous d'essayer d'optimiser tout ce qu'on a de notre côté. L'objectif que vous vous êtes fixé c'est lequel? Le drapeau à damier. Et eux ont clairement leur chance pour la victoire sur ces 24 heures du Mans. En tout cas, ils pourraient bien concurrencer Toyota et Ferrari cette année. On est dans la team Porsche et on a rencontré André Lotterer qui nous a dit comment il situait la voiture pour cette édition. Ça va pas être évident, là, on n'a pas le droit à l'erreur parce que on tombe dans le classement s'il se passe quelque chose. Mais pour l'instant, on a fait un bon début de saison puisqu'on est en tête du championnat avec une victoire et 2 deuxièmes places. Donc on espère continuer sur cette bonne lancée. La voiture, elle marche bien là, vous la sentez bien encore là sur ces essais là? Ouais, au TSD, on était premier, donc là, évidemment, on est content, mais aussi les autres Porsche étaient fortes. Donc ça, c'est plutôt positif si on regarde les résultats. Après, le comportement de la voiture est bien aussi, on l'a bien amélioré depuis l'année passée. Bon là, aujourd'hui, on a un peu plus de mal, les conditions de piste sont moins bonnes, donc on est en train d'essayer de comprendre comment ajuster ça. Porsche est très attendu cette année. Comment vous vivez vous cette attente? Est-ce que c'est une pression supplémentaire? Non, nous on a toujours envie de gagner. Hein. Nous on met la pression sur eux aussi pour avoir une bonne voiture. Donc on espère qu'on sera à la hauteur et qu'on pourra se battre pour la victoire. Oui, on est chez Cadillac à l'instant même. C'est Sébastien Bourdet qui vient de reprendre le volant de la numéro 3. Il vient de succéder à Renger van der Zande, le pilote hollandais qu'on a interviewé il y a quelques minutes. Oui, on ne sait pas où nous situer pour l'instant. On doit attendre et voir ce qui va se passer sur les qualifications. On sait que tout le monde n'est pas à 100% pour l'instant, alors on ne sait pas trop où ils en sont. Porsche a l'air d'être en train de mettre la gomme. Si je regarde le tableau, c'est pas trop mal. On est dans le top 5. Donc la vitesse de la voiture ne doit pas être trop mal. J'espère qu'on sera dans l'Hyperpole, ce qui voudrait dire qu'on serait dans les 8 meilleurs temps des qualifs. Et puisque la semaine des 24 heures du Mans, c'est aussi d'autres courses, on va vous parler du Road tout le
Mans, c'est devenu le passage obligé pour les pilotes qui veulent apprendre le circuit des 24 heures du Mans. 58 voitures sont engagées dans cette compétition. Il y aura 2 courses, une jeudi et une samedi. 40 LMP3, 18 GT3 sont engagés dans ces 2 compétitions. Et parmi les concurrents, un Sartois, un ancien motard reconverti dans l'endurance automobile, il s'appelle Louis Rossi et son rêve, c'est de participer un jour aux 24 heures du Mans. Il touche son rêve du bout des doigts là avec le Road to Le Mans. C'était incroyable, hein. Comme à chaque fois c'est beaucoup d'émotions. Je dis comme à chaque fois parce que j'ai beaucoup roulé sur le simulateur, mais là c'est forcément vrai, ça change. Et même si j'essaye de vraiment rester concentré sur ce que j'ai à faire, le moment où tu sors de la pit lane, ça fait genre waouh. Donc non, c'était vraiment chouette, je me suis régalé. Des bonnes sensations, les S-Porsche c'est magnifique quoi. Moi je veux habiter là-bas, avec une LMP3 ou une LMP2. Quelle optique t'es maintenant là, avant les qualifs déjà, et puis bon, avant aussi les courses? Globalement, ça sert à rien de vouloir... En fait, je vais être assez imprécis avec l'objectif parce que pour l'instant, je suis monté dans la voiture, j'ai fait mon premier run. Je sais pas vraiment où je me situe par rapport aux autres. Il y a encore du boulot, donc avant de parler vraiment d'objectif, je pense que déjà, on va essayer de corriger les petits problèmes qu'on a sur la voiture. Travailler avec l'équipe. Pour l'instant, la voiture est super. Ils ont fait une belle voiture et ça se passe très bien. Puis on va essayer d'utiliser le côté positif de tout ça pour être le mieux placé possible. Voilà donc Louis Rossi qui pilote pour Graf Racing sur ce Road to Le Mans. On revient aux 24 heures du Mans avec la fin de cette séance d'essais libres. Les chronos à proprement parler n'ont pas encore commencé. Pourtant c'est Toyota, c'est la numéro 8 qui fait la plus forte impression avec un temps de 3 minutes 26 signé par le pilote Sébastien Buemi. Je vous laisse sur ces images du stand Toyota qu'on n'a pas fini de revoir toute cette semaine. Merci pour ce résumé, ces rencontres, ces images. Et je vous signale que les essais qualificatifs, les premiers essais ont lieu de 19h à 20h ce mercredi 12 juin. Nous y serons et vous pourrez voir en direct les premiers commentaires de ces essais, à l'issue de ces essais, avec Bruno Palmé qui est avec nous, vous le savez, toute la semaine et qui va les commenter pour nous sur le circuit. Donc restez bien après 24 heures au cœur, à partir de 20h, Bruno Palmé prendra l'antenne pour vous faire vivre ces essais tout de suite après l'arrivée. Allez, on joue maintenant. Cette semaine, on vous fait gagner des livres, vous le savez, 2 livres publiés par Libra Diffusio ces derniers jours. Il y aura donc 2 gagnants, chacun remportant un des ouvrages suivants. Mes premières 24 heures du Mans à destination des plus jeunes, ou pour découvrir tous les aspects de la course, et puis la fabuleuse histoire des 24 heures du Mans pour les plus grands. Ce soir, un nouveau chiffre à trouver. Il s'agit d'une date. Voici la question. À partir de quelle année les bolides ne passent plus à Pontlieu? Vous connaissez bien évidemment la célèbre épingle de Pontlieu. Eh bien, si vous avez la réponse, envoyez-la à jeu@lmtv.fr avant jeudi 15h. Hier, la réponse à la question à quelle vitesse les voitures passent dans le virage du Tertre Rouge, eh bien, c'était 200 km/h. Demain, jeudi, même formule que ce soir. Pas d'émission après le journal, mais votre programme spécial 24 heures au cœur, vous le savez, piloté par Pascal Brulon, Amanda Scott, Bruno Palmé. Et je vous rappelle qu'après cette édition de 24 heures au cœur de ce soir, à partir de 20h, Bruno Palmé reprend le direct. Pendant 24 heures au cœur, Bruno Palmé reprend le direct pour vous faire vivre les essais qualificatifs. Nous, on se retrouve pour Au Quotidien, l'info, l'actu en direct, jeudi à 18h30. D'ici là, passez de très bons moments sur le circuit avec nous sur LMTV Sarthe.